besoin précis. Emmanuel Macron s'imaginait avoir une majorité absolue et donc du coup a nommé une première ministre technicienne pour pouvoir mener des réformes. Quelles étaient les qualités d'Elisabeth Borne? Négocier avec les syndicats, mener des projets de politique publique et en tant que technocrate et ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal et présidente de la SNCF, elle savait négocier avec les syndicats pour porter des projets de réforme. Maintenant, on a eu un changement de régime à l'occasion du second tour des élections législatives, c'est-à-dire qu'elle doit désormais parler aux Français. Et quel est le problème d'Elisabeth Borne? C'est que normalement, quand vous êtes Premier ministre en campagne législative, vous menez une campagne pour tous les députés marcheurs. Or, quand vous regardez sa carte des déplacements, elle a concentré ses déplacements uniquement dans sa circonscription du Calvados. Et donc, du coup, elle n'a pas de soutien populaire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que son image est exactement collée à celle d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez sa cote de soutien, elle n'a pas de cote de soutien supplémentaire par rapport à celle d'Emmanuel Macron, au contraire d'Édouard Philippe ou de Jean Castex, qui avait notamment une base de soutien supplémentaire en provenance des Républicains. Donc, dans ce cas-là, elle doit exister par elle-même. Comment elle fait pour exister par elle-même? Elle doit se démarquer d'Emmanuel Macron avec ses qualités qui sont propres. Quelles sont ses qualités? D'abord, c'est une femme, et donc du coup, elle peut parler à un électorat qui est différent d'Emmanuel Macron. Et deuxième point, elle doit désormais prendre de la place et exister par elle-même et donc du coup exister vis-à-vis des journalistes qui seront les relais vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de l'opinion publique et enfin après parler aux Français pour pouvoir marquer. Parce que si par cas elle n'existe pas elle-même, Emmanuel Macron pourra s'en débarrasser à l'occasion de la première crise et donc du coup sa carrière politique sera quasiment terminée. C'est efficace selon vous ou donner NUPES? Quel est l'enjeu pour Elisabeth Borne? L'enjeu pour Elisabeth Borne, c'est que la NUPES n'arrive pas à dépasser son cadre. C'est-à-dire que la NUPES ne doit pas réussir à obtenir des alliés supplémentaires, soit le groupe indépendantiste, soit le groupe des Républicains, soit le groupe du Rassemblement national. Vraisemblablement, au vu des déclarations de Marine Le Pen, d'Olivier Marleix et des différents parlementaires, la NUPES n'enregistrera des votes principalement que de la NUPES. Et donc, du coup, Elisabeth Borne ne sera pas inquiétée par la motion de censure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour Elisabeth Borne, c'est de pouvoir exister par elle-même pour avoir une utilité vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est l'utilité d'Elisabeth Borne, hormis être l'adjointe d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est de mener des réformes? Est-ce que c'est d'être le bouclier politique du président de la République? Est-ce que c'est de pouvoir négocier avec d'autres parlementaires afin d'élargir l'assise de la majorité présidentielle? Elle doit trouver une utilité politique. Et vraisemblablement, ce sera un peu des trois. Et donc, premier point, c'est de trouver des alliés vis-à-vis des groupes parlementaires, soit des divers gauches, soit une partie des Républicains. Deuxième point, c'est de pouvoir proposer des projets de réforme. À l'époque, elle devait principalement négocier avec les syndicats. Maintenant, elle doit désormais ajouter les négociations vis-à-vis des autres partis politiques. Et troisième point, moi je pense que c'est un avantage pour elle, c'est que personne ne pense qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là, je vous rejoins parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait, si par cas elle réussit son action, ce ne sera pas pour son bénéfice personnel, mais les Français considéreront que c'est au bénéfice collectif. Et donc dans ce cas-là, elle sortira renforcée. Et qui sait, elle peut encore nous réserver des surprises. Mais en train de se fissurer. Oui. Il y a une difficulté vis-à-vis des opinions publiques et vis-à-vis des dirigeants. C'est-à-dire que l'un des principaux soutiens de Zelensky, c'était Boris Johnson, qui est tombé ou qui va tomber à l'automne prochain. Et on ne connaît pas le nom du successeur, on ne sait pas si le successeur va se concentrer davantage sur la politique ukrainienne ou va se concentrer sur la politique interbritannique pour soutenir les Britanniques en vue des élections législatives. C'est la perte d'un allié de taille. De 2024. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. Donc est-ce qu'il va se concentrer davantage sur la politique étrangère ou est-ce qu'il doit consolider son assise politique à l'intérieur du territoire pour éventuellement se projeter? Olaf Scholz a des difficultés à mesure où il est dans une coalition tricolore, donc avec les libéraux et avec les Verts. Est-ce qu'il peut soutenir encore une telle politique énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie, sans se mettre en contrainte et sans se mettre en minorité et perdre les prochaines élections? Donc c'est pour ça que moi je parle aussi bien des dirigeants et aussi bien des opinions publiques. Et ce qu'on voit dans les opinions publiques, c'est que vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'inflation, il y a de véritables difficultés et les gens commencent à se poser des questions à mesure où on n'est pas dans la même situation qu'entre 40 et 45. C'est pas un choc de modèle vis-à-vis de l'opinion publique. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé en Ukraine, mais ils voient pas ça encore comme un choc de modèle comme entre 9 et 45.